Quant à vous, mademoiselle Menti, je ne vous dirai qu'une chose. Si vous travaillez pour le diable, soyez pas surpris si vous vous brûlez un jour. C'est tout ce que j'ai à dire. Votre honneur, le ministère public désire retirer immédiatement toutes les charges retenues contre l'accusé. L'affaire est close. Félicitations, Mason. C'était tout à fait remarquable. Vraiment remarquable. Michel, je me fiche moi-même de ce qu'on a pu te proposer. Si tu nous donnes l'exclusivité de l'histoire, on te fait un fondeur. Ton prix sera le nôtre. Je te jure, ton prix sera le nôtre. Eh bien, c'est un nouveau départ. Je trouverai un nouveau journal, même petit, ça n'a aucune importance. Je pourrai enfin exercer mon métier de façon honnête. Merci pour tout, Perry. Monsieur Mason. Allez-vous-en tous les deux. Eh bien, on s'en va. Au revoir, les enfants. Comme on dit dans ces cas-là, enfin seul. Perry, j'ai découvert qui m'a envoyé les fleurs, le champagne, le parfum. Qui? Toi. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Parce que mardi, c'était mon anniversaire. Et que tu étais désolé pour moi. Parce que j'étais à des kilomètres de chez moi. Non, nous n'avons rien du tout. Est-ce que tu te rappelles que lorsque j'ai atteint 39 ans, j'ai décidé de ne plus compter mes anniversaires? Ah oui, tu oublies les perles et la bague de diamants, ainsi que tout ce que je t'ai offert. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu me les rendras quand tu auras 97 ans? Je ne pense pas. Je préfère ça. Tu n'oublies jamais mes anniversaires. Panache sera toujours panache. Je m'appelle K2000. Mes amis me surnomment Kit. Je suis une voiture, ou plutôt un robot. J'ai été conçu par les meilleurs ingénieurs pour aider la police. Kit, viens me chercher. Lui, c'est Michael, mon pilote, le meilleur détective de la planète. Ensemble, nous formons une sacrée équipe. Allons-y en superpuissance. Attention, Michael. Le turbo!
K2000 avec David Hasselhoff à partir de lundi 19h05 sur TF1. Oh, je n'oublierai pas, mais je pense que Kit n'oubliera pas non plus. C'est le contrat de ma vie. Pour un chasseur de primes, 500 000 $, c'est le jackpot. Faut que je chope cet enfant de salaud. Il est en train de buter toutes les filles de la ville. Mais où est-ce qu'il se planque, bordel? Ce sera lui ou moi. Hollywood Night, une raison pour mourir, samedi 22h25 sur TF1. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles. Troisième édition de ces Formules Foot consacrée au championnat de France avec une troisième journée intéressante ce soir, une troisième journée où les buteurs se sont réveillés. Ce n'est pas encore Byzance, mais 22 buts en 9 matchs. Il y a du mieux. Christian Jean-Pierre, parmi les équipes qui ont plutôt raté leur début de championnat, il y avait Caen, le Stade Malherbe qui n'avait pris aucun point après ses deux premiers matchs au moment de se déplacer ce soir à Nantes. Et face aux Normands, une super équipe de Nantes qui s'est imposée 2-1 lundi dernier à Auxerre. C'était un très bon résultat pour Nantes. Et Nantes qui a récupéré ce soir deux très bons joueurs, Endoram et Ferry. Donc du grand spectacle en perspective à la Beaujoire. On va donc tout de suite au stade de Nantes où il y avait 11 000 personnes pour ce match. Avec une première occasion cannaise, un ballon pour Rival. Un long centre de Rival, et là regardez Marot qui se déchire un petit peu pour Amara Simba. Frappe d'Amara Simba et tête de Marot contre son camp. Un but pour le moins insolite qui mérite bien sûr un ralenti. Pauvre Marot qui relâche donc le ballon une première fois, le temps qu'il se relève, regardez, hop, il prend le ballon dans la figure. Et le ballon est bien au fond des filets. Donc quand à Nantes mène 1-0, c'est une surprise. La réaction nantaise est bien sûr immédiate avec, regardez, Pedros qui fait un appel de balle côté gauche, c'est bien vu. Il écarte le jeu, un bon ballon dans l'axe pour Koé et Dutruel est sur la trajectoire du ballon. 35e minute de jeu, un bon coup franc de Pedros pour Ferry qui faisait donc sa rentrée. Il avait été suspendu à la suite d'un demi-finale de Coupe de France malheureux l'an passé entre Auxerre et Nantes et là il marque. Un partout donc à la mi-temps. Attention à Caen tout de même qui fait tout pour essayer de prendre un point, voire 3 points ici à Nantes. Mais c'est parti en contre avec Carambeu pour Nantes. Et puis Loco dans la surface de réparation. Un beau crochet, il peut tirer, tir de Loco. Et encore un bel arrêt de Dutruel qui a été très très bon ce soir. Nous sommes maintenant en seconde période avec un bon ballon pour Loco qui est excellent depuis le début du championnat. Bon réflexe de Dutruel. Nantes toujours à l'attaque. Il y a toujours donc match nul entre les deux équipes. Et là, Germain se déchire un petit peu. Wedek a suivi. Et Nicolas Wedek qui marque donc le second but nantais. 2-1 pour Nantes. Germain peut s'en vouloir car pour l'instant, Caen tenait pas mal. Attention à cette action cannaise. En fait, elle termine dans les pieds d'un Nantais et ça repart en contre. La spécialité nantaise avec Nicolas Wedek. Appel de balle de Loco dans la surface de réparation. Centre de Loco détourné de justesse par un défenseur. C'était une balle de 3-1. Victoire nantaise, donc 2-1. Et très beau match de football ce soir à la Beaujoire. Lens-Rennes à présent, deux équipes qui attendaient toujours leur première victoire de son championnat. Un match arbitré par un tout jeune homme, il s'appelle Philippe Calt, il n'a pas encore 26 ans. Il faisait ce soir ses débuts au plus haut niveau. C'est la première fois qu'un match de première division est arbitré par un homme en noir aussi jeune. Donc Monsieur Calt a été gâté, on va voir les images pour ses débuts avec un match de très haut niveau. Là voilà, avec une première occasion de Boly qui a buté sur Rousset. 13 minutes de jeu, Mérieux pour Roger Boly. Boly qui va lober Rousset et Oruma au deuxième poteau, ouvre le score. Il a 17 ans et demi, il a été sacré champion du monde avec l'équipe cadet du Nigeria. Et il marque son premier but sous les couleurs lensoises. 38e minute à présent, un corner de Mérieux et une tête de Joël Thierry, 2-0. Et c'est là également le premier but sous les couleurs lensoises pour Joël Thierry, l'ancien avant-centre du Havre.
Petite réaction rennaise avec Gourvenec. Gourvenec pour Pierre-Yves André. Une tentative de lob de André, mais qui n'inquiète pas Varmuz. Et à la mi-temps, les Lensois mènent 2-0. Nous sommes à présent en seconde période. L'Aigle, Oruma qui remet à l'Aigle. Centre de Pierre L'Aigle. Joël Thier qui rate sa volée. Boli qui a suivi. Ilief a repoussé, mais le ballon est bien rentré. Les images au ralenti le confirmeront. Monsieur Kalt ne s'est pas trompé. Et ça fait donc 3-0 pour le Racing Club de Lens. Un Racing Club de Lens qui continue avec Dehu. Un tir de Dehu repoussé par Rousset. Et Thierry qui marque son deuxième but personnel. 4-0 à présent pour le Racing Club de Lens. Une équipe de Lens en pleine forme avec Debev qui centre. L'Aigle qui va récupérer. Boli qui s'enfonce dans la surface de réparation rennaise. Une défense rennaise qui va un peu cafouiller ce ballon. Finalement, reprise de Mérieux, 5-0. C'est le premier gros carton de la saison. Et il fait bien entendu la joie de Roger Boli. On a beaucoup bossé, donc on a eu quelques petits problèmes au départ physique sur les 2 premiers matchs. Donc là, aujourd'hui, j'ai retrouvé toute ma verve. Donc j'étais capable de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc le 3e but, je déborde sur le côté, je fais un centre à Fabien. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est content. Et ça fait du bien de passer des buts aussi. Il disait à la fin, ça fait du bien de marquer des buts. À Cannes, Luis Fernandez est parti. Mais Savez Souzic est arrivé et ma foi avec leur nouvel entraîneur, eh bien, les Canois sont pas mal non plus. Témoins leur victoire à Caen mardi dernier. Une victoire que les Canois voulaient bien entendu confirmer devant leur public ce soir, Christian. Oui, mais attention, en face il y avait Metz, une équipe lorraine qui avait gagné lors de la première journée à Monaco 1-0. Une équipe lorraine, Hervé, qui aime bien la Côte d'Azur et qui était bien prêt à jouer un mauvais tour ce soir aux Canois. On va donc à l'Avocat voir ce qu'il s'est passé. 7000 personnes pour voir cette première action avec Raschke côté droit. Un centre de Raschke et Songo. Il fallait la sortir car derrière il y avait Priou. Réaction Lorraine maintenant avec Pires Hérault puis Gaillot face à Le Masson. On retrouve ensuite Guillaume Masson qui joue donc à Metz face à Le Masson, le gardien canois. Réaction canoise maintenant avec Orlaville. Bon technicien, un bon ballon pour Franck Priou. Reprise de volée de Franck Priou. Superbe à côté des buts de Songo. Quelle occasion là, canoise. On retrouve Cannes à l'attaque, toujours en première période avec ce centre de Ferraoui sur la transversale. Et là, Charvet a suivi. Et il marque son premier but en première division. Il se souviendra sans doute longtemps de cette 43e minute. Il reste 2 minutes avant la pause et nouvelle action canoise avec Songo là devant Priou qui préfère mettre en corner. En seconde période, les Lorrains vont tout faire pour revenir. Tir d'Ichoa et superbe parade de Le Masson. Le ballon était cadré, il fallait le sortir. Nouvelle action lorraine. Metz qui pousse, attention à cette erreur de défense. Le Masson sort, il fallait sortir devant Pires. On retrouve une nouvelle fois les Lorrains, ce coup-ci côté droit. Avec un ballon dévié une nouvelle fois par Le Masson en corner. Ce sera ensuite au tour de Delmotte de sauver devant la défense canoise. Cannes qui en fin de match aurait pu inscrire un second but. Orlaville, il est passé. Un bon centre pour Priou, cela passe au-dessus. Score final 1-0 pour Cannes. Cannes qui n'a toujours pas encaissé un but depuis le début du championnat. Et qui continue. Et qui continue. De l'ancien club de Luis Fernandez, nous passons à son nouveau club, le Paris Saint-Germain. Des Parisiens toujours un petit peu en rodage en ce début de saison, mais qui passaient ce soir un test très intéressant à Strasbourg. Le stade de la Méno réussit bien, généralement, au PSG. Est-ce que ce sera encore le cas ce soir? C'est ce que nous allons voir en compagnie de Pascal Pro. Le stade de la Méno pour la 2e fois en 8 jours, puisqu'ici même, il y a une semaine, le Racing Club de Strasbourg avait accueilli Auxerre. Cette fois, c'est donc Strasbourg-Paris Saint-Germain. Il y avait encore beaucoup de monde ce soir en Alsace, un peu plus de 30 000 personnes. Et les spectateurs strasbourgeois vont vibrer d'entrée de match aux attaques du Racing avec Leboeuf. Long ballon de Leboeuf en direction de Goël dans la surface de réparation. Et Lama qui est venu à sa rencontre. Monsieur Sars indique le point de pénalty pour cette sortie de Lama. Alors Lama a-t-il fait faute? Oui, a dit Monsieur Sars. Le pénalty est tiré par Leboeuf. 1-0 après 25 minutes de jeu.
Malchance pour les Parisiens, puisque après ce coup du sort, ils vont avoir un autre coup du sort, une faute de Bravo sur Garde. Bravo, déjà averti en début de match, reçoit un deuxième carton jaune qui équivaut à un carton rouge. Les Parisiens sont à 10. Et la fin de la première période approche avec au départ Gravelaine qui a pris le meilleur sur Camboiré. Roth a récupéré le ballon. Gravelaine qui tire et qui marque. But de Gravelaine après un peu plus d'une demi-heure de jeu. But surprise. Lama ne s'attendait peut-être pas au tir de l'ex-parisien. À la mi-temps, le Racing mène 2-0. Et les malheurs du Paris Saint-Germain et de Luis Fernandez ne sont pas terminés. Réaction pourtant avec un sauvetage ici sur la ligne de Pouliken suite à une action de Nouma. Et puis au milieu de la deuxième mi-temps, Lasserre. Deuxième carton jaune. Rouge. Monsieur Sars s'arrêtera là pour les expulsions. Les Parisiens terminent le match à 9 contre 11 aux Strasbourgeois. Et la dernière occasion de cette rencontre sera strasbourgeoise avec Roth face à Lama. Et sauvetage de Bernard Lama. 2-0, défaite logique des Parisiens qui n'ont jamais été en rythme dans cette rencontre. Première victoire du Racing et satisfaction personnelle pour Xavier Gravelaine. Un but contre le PSG de ma part. Ah, ça fait plaisir personnellement, mais bon, c'est l'ouverture de la chasse, comme ils m'ont dit, tout le monde. Donc je suis content, surtout pour le public, qui nous a encore aidé ce soir. C'est ce qu'on avait réclamé un peu avant le match, un peu d'indulgence, parce qu'ils étaient un peu pressés de voir qu'on prenait pas de points. Et puis ce soir, ils ont été formidables. Et bon, bah, nous, on a été formidables pour eux aussi. Voilà. C'est une belle revanche pour Xavier Gravelaine qui appartient toujours au Paris Saint-Germain et qui l'an dernier était resté très souvent sur le banc de touche. Notre affiche de ce soir, c'est une affiche à hauteur de soufre. Monaco et Auxerre, deux des ténors du championnat, ont complètement raté leur début. 1 point pour Auxerre et surtout 0 point, 2 défaites en 2 matchs pour Monaco. Autant dire que ce soir, les joueurs et tout particulièrement ceux de la Principauté avaient la pression. Victoire impérative pour les hommes d'Arsène Wenger au stade Louis II où nous rejoignons Vincent Hardy. Monaco accueille Auxerre pour cette 3e journée de championnat. Match entre deux formations qui se portent plutôt mal. Monaco n'a pas engrangé le moindre point lors des 2 premières journées, tandis qu'Auxerre n'a dû se contenter que d'un seul point. C'était à Strasbourg lors de la première journée. Vous découvrez ici le Danois Dan Petersen, l'une des recrues de Monaco à l'intersaison. Il a 22 ans et il vient de l'Ajax d'Amsterdam. C'est parti, coup franc de Vairua, dégagement de la tête monégasque. Martin sauve 1 mètre, il prend sa chance sans problème pour Pifto. Giroud doit composer avec de nombreux absents dans sa formation. Effectivement, Martini n'est toujours pas revenu. Mahé est absent, Ena aussi, Saïb n'est pas là, tout comme Cocard. C'est donc une équipe auxerroise qui ne ressemble guère à celle de la saison passée, qui évolue ce soir au stade Louis II et qui évolue ainsi depuis le début de saison. Attention, débordement d'Éric Dimeco, taclé par Soler, il remplace Cocard, le jeune Soler. Et coup franc pour les joueurs de la Principauté qui aimeraient renouer avec la victoire puisque Monaco n'a toujours pas gagné. Je vous le disais au début de ce match, Monaco a été battu à domicile à Metz lors de la première journée et Monaco s'est incliné mardi dernier 3-1 à Lyon après avoir pourtant mené 1-0. Petersen en position du ballon, bien pris par Goma. Dimeco, centre, tête de Verla qui peut dégager tranquillement, mais Puel, capitaine monégasque depuis cette saison, depuis la retraite de Jean-Luc Ettori. Puel qui a alerté Chifo, bonne frappe du pied gauche, il faut le noter, Chifo est droitier et bon arrêt, sans difficulté il est vrai, pour Lionel Charbonnier. On joue depuis un petit quart d'heure, long ballon de Petit sur la droite pour Enzo Chifo. Que va-t-il faire face à Guerrero? Superbe grand pont, c'est bien fait de la part du numéro 10 belge de l'AS Monaco. Centre que Michael Madar n'a pu convertir. Il a été devancé par un défenseur auxerrois alors qu'on revoit ce superbe geste technique d'Enzo Chifo qui porte le bouc comme Thierry Roland. Vous l'avez sans doute remarqué lors du précédent Téléfoot. En tout cas, si ce n'est pas le cas, regardez Téléfoot dimanche prochain. Vous pourrez vous en apercevoir. Chifo contré par Verlat.
Ballon en retrait pour Puel qui glisse à Thuram. Dumas maintenant. Dumas joué libéraux l'an dernier à Monaco. Cette année, il évolue en milieu défensif. Bon tacle, c'est bien joué de la part de Dumas qui alerte Djorkaeff. Bon contrôle orienté. Attention, il manque sa frappe, Youri Djorkaeff. Il avait fait le plus dur en se débarrassant de son adversaire direct. Un joli contrôle orienté de l'extérieur du pied droit. On va revoir tout ça. Dumas qui s'arrache, qui glisse à Djorkaeff. Rabat Rivoni est pris à contre-pied. Hélas pour lui, Youri Djorkaeff ne peut ajuster sa frappe. Et toujours 0-0 alors que l'on joue depuis 25 minutes ici au stade Louis II. Ballon dans les pieds de Gérald Batic face à 3 monégasques. Tacle d'Emmanuel Petit, les 2 pieds en avant. C'est justement sanctionné par l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Pochard. Coup franc donc en faveur des Auxerrois à une trentaine de mètres des buts de Fabien Pifto. Ballon glissé sur Martins qui prend sa chance. Attention, Lamouchi a récupéré. Ouh, c'était dangereux pour Monaco. Lamouchi qui a intercepté la frappe de Martins, qui s'est levé le ballon, et un ballon qui est passé de peu au-dessus de la cage de Pifto. Auxerre qui se dégage directement dans les pieds de Puel. Dimeco. Petit. À sa droite, on aperçoit Thuram, la nouvelle charnière centrale monégasque. C'est Thuram, Petit. Dumas est monté d'un cran. Et ce sont ces 2 jeunes joueurs qui forment la charnière centrale monégasque, alors que M. Pochard ordonne un coup franc en faveur de Monaco dans la surface de réparation auxerroise. On va revoir cette action. Le coup franc est de Petit, le ballon est pour Madar, à la lutte avec Franck Sylvestre qui glisse en taclant ce ballon à Charbonnier qui s'en empare des mains. Coup franc logique, puisque depuis l'an passé, toute passe volontaire d'un défenseur à son gardien est sanctionnée par un coup franc indirect. Voyons comment les Monégasques vont utiliser ce qui est une réelle occasion de but. Chifo pour Djorkaeff directement dans le mur, et Charbonnier tout heureux de récupérer le ballon. Lionel Charbonnier qui depuis la fin de saison dernière assure l'intérim au poste de gardien de but à l'AJ Auxerre, puisque Bruno Martini est toujours blessé. Bruno Martini à qui on souhaite de retrouver au plus vite ses moyens, et tout le monde sait comme ils sont grands. En tout cas, Lionel Charbonnier, il l'a prouvé depuis un bon moment maintenant, ne déçoit pas. Il est vrai qu'à l'AJ Auxerre, il y a toujours eu de bons gardiens. On se rappelle notamment de Joël Batz. Enzo Chifo était parti, il a été contré. Ballon dans les pieds de Solaire sur la droite pour Goma. Tacle de Franck Dumas, qui récupère finalement ce ballon dans les pieds de Solaire et qui alerte Petersen. Petersen, balle au pied, qui lance le contre. Petersen, il a Madar sur sa droite. Finalement, il préfère conserver ce ballon. Madar au 20 mètres, frappe, où c'est bien joué. Bon arrêt de Charbonnier. Il s'est superbement détendu, le portier auxerrois, sur cette frappe superbe aussi de Michael Madar. On revoit cette action. Madar fixe Sylvestre et parvient à frapper. Charbonnier, heureusement pour les Auxerrois, veillé, car c'est un ballon qui prenait le chemin des filets. Et toujours donc 0-0 entre Auxerre et Monaco. Arsène Wenger, soucieux, on le comprend, depuis qu'il est au club. Arsène Wenger est arrivé en 1987 à Monaco. Jamais Monaco n'a réalisé un début de championnat aussi catastrophique, puisqu'il faut remonter à la saison 1986-1987, juste avant l'arrivée de Wenger, pour trouver 2 défaites consécutives en début de championnat pour l'AS Monaco. Corner pour les Auxerrois, frappé par Martins. Dégagement monégasque, frappe de Mazzolini, sans problème pour Pifto. Et l'on va pouvoir relancer Petit. Dimeco. Pour Dumas, Petit à nouveau. On s'est mal compris côté monégasque. Et c'est Lamouchi, l'une des recrues auxerroises de l'intersaison. Lamouchi évoluait l'an passé à Alès en 2e division.
Il est jeune, il n'a que 23 ans. Il est très prometteur ce joueur. Il a notamment été élu meilleur joueur de deuxième division. Oh là là! Quelle frappe de Pascal Vailleroy sur la transversale de Pifto. C'était bien joué. Vailleroy est arrivé aux 20 mètres. Personne ne l'a marqué. Et il a pris sa chance. Et ça a failli vraiment sourire à l'équipe de Giroud. On va sans doute revoir cette action. Voilà, Pascal Vailleroy. Un petit coup d'œil à droite. Un petit coup d'œil au centre. Personne ne l'attaque. Alors il décide de frapper. Et Fabien Pifto semblait battu sur cette action. On approche de la pause et toujours 0-0 entre Monaco et Auxerre ici au stade Louis II. Un match nul qui, disons-le, fait pour l'instant l'affaire des Auxerrois. Côté monégasque, on n'a pas prouvé grand-chose durant ces 45 premières minutes. Dimeco pour Dumas. Nouveau tacle dans les pieds. On l'a beaucoup vu, Franck Dumas. Dans cette première période, bien joué Djorkaeff. Il s'est mis sur son bon pied. Et là aussi, ça a failli faire mouche. Regardez bien ce geste technique de Djorkaeff, petit extérieur du pied, petit pont. Et frappe terrible, il est bien en appui le joueur de Monaco. Une balle qui frôle la transversale de Charbonnier. Monsieur Pochard devrait bientôt siffler la mi-temps de cette rencontre. Voilà, c'est fait. 0-0 et écoutez les sifflets du public monégasque. C'est rare quand on siffle au stade Louis II. Et les 7000 spectateurs présents, parmi lesquels beaucoup de touristes, sont très déçus par la prestation de l'AS Monaco. Monaco qui ambitionne cette saison de jouer le titre national et Monaco qui n'a toujours pas pris le moindre point. Ouh là là, c'était dangereux dès la reprise. Thuram s'est jeté, il a manqué le ballon. Et Batik a bien failli en profiter. Finalement, Pifto est bien sorti. Dan Petersen sort, il est remplacé par Victor Ikpeba. Petersen n'a pas prouvé grand-chose durant les 50 minutes pendant lesquelles il a été sur le terrain, à l'image de l'équipe monégasque. Ikpeba du droit qui dégage comme il peut. Chifo. Djorkaeff. Djorkaeff qui a passé le milieu de terrain, qui remonte ce ballon. Il a voulu alerter Victor Ikpeba. Les ballons dont se saisit Lionel Charbonnier sans aucun problème. Corner en faveur des Auxerrois tiré par Lamouchi. Dégagement des 2 points de Pifto. Frappe volée plutôt de Martins à côté. Corentin Martins, le capitaine auxerrois, qui a reçu des offres du Real Madrid à l'intersaison. Mais Giroud ne tient pas à se séparer, pour l'instant du moins, de ce joueur. Chifo. Sur la gauche pour Ikpeba. Et Ikpeba signalé hors jeu par l'arbitre, l'un des 2 arbitres de touche. Ikpeba à nouveau. Dumas. Thuram. Thuram. Belle montée de Lilian Thuram. Ballon pour Madar qui a voulu glisser à Chifo. Et interception de Mazzolini. Chifo qui tente de revenir. Mazzolini, Goma, Mazzolini. Martins, c'est bien fait. Et Monsieur Pochard sanctionne une faute de Lilian Thuram. À noter qu'à la mi-temps, Diomède a remplacé Vailleroy côté auxerrois. Côté monégasque, outre l'entrée à l'instant d'Ikpeba que l'on retrouve sur son pied droit et sur cette action. Ikpeba qui n'inquiète pas Charbonnier, mais l'ouverture était belle. La finition un peu moins, mais c'était bien joué. Petit extérieur du pied de Djorkaeff. Verlat ne peut couper la trajectoire de ce ballon. Et Ikpeba dans la foulée, du droit au-dessus. Enzo, Franck le 8. Djorkaeff. Djorkaeff très actif en ce début de seconde période. Il est parti de son camp, il sert Madar qui laisse pour Chifo. Chifo qui fixe Sylvestre.